À Montfroid, tout commence par une phrase qui ne souffre pas d'exception. Quiconque tente de quitter le village est retrouvé mort avant l'aube. Ce n'est pas une rumeur mais une tenue de livre. Dans la cure, un registre aligne des entrées sèches, heure du départ, lieu précis de la découverte, orientation du corps par rapport au vent. Au pied des croix, la neige se referme souvent sur des empreintes qui s'arrêtent net, comme si le chemin lui-même refusait d'aller plus loin. On dit qu'un hiver ancien, l'hiver du loup, c'est là un pacte avec la montagne. La pente protégerait les toits tant que les pas resteraient à l'intérieur des bornes. La malédiction ne demande ni foudre ni spectacle. Elle tient dans des détails répétables, une corde trouvée tendue près du col, une boucle de fer déposée au replat, une trace balayée à la branche là où tout devrait continuer. Les années changent, la règle demeure. On marie à la cuisine pour éviter les cortèges, on couvre les miroirs les jours de grandes nouvelles, on fixe les regards bas. Au nord, les sapins cassent le vent, au sud, le col ouvre une bouche blanche que personne ne franchit de nuit. C'est dans ce cadre exact qu'une mère, Élise Gauthier, compte les battements d'une poitrine d'enfant qui s'essouffle trop vite. Le remède dort au bourg d'en bas, derrière un autre versant. Le cahier dit que partir condamne avant l'aube. La montagne dit qu'on n'insulte pas ses pentes. Entre les deux se lève une décision qui n'a pas besoin de mots. Tenir un fil, choisir une heure, et traverser ce que Montfroid appelle une malédiction. La légende, à force d'être répétée sans goût pour le théâtre, s'était tassée dans 3 gestes. Un hiver vieux de plusieurs générations, nommons de l'hiver du loup, avait plié les toits, vidé les bergeries, lâché la pente en 3 fois. Les familles, poussées par la peur, avaient planté des pieux de bouleau à mi-côte pour improviser un oratoire de planches. On avait promis quelque chose à la montagne. Certains prétendaient qu'il y eût échange, la vie contre l'immobilité des pas, d'autres, plus précis et plus sombres, évoquaient un homme aux yeux trop clairs venu faire signer les chefs de maison sur une planche de sapin, puis une nuit où la neige avait craqué de l'intérieur, comme une réponse. Les plus secs disaient seulement que les avalanches, depuis, avaient contourné Montfroid. La règle était devenue un outil. On réglait les fêtes sur les saisons, on rentrait farine et sel avant les pluies, on ne déployait pas de cortège au-delà du champ de derrière, on gardait les miroirs couverts les jours de naissance et d'enterrement, on posait les bûches à la verticale pour que la flamme ne s'emporte pas. La peur n'empêchait pas de vivre, elle ordonnait la vie, et cette manière d'être ordonnée tenait le village serré comme un faisceau de fagots. Élise Gauthier, fille d'un tondeur aux mains taiseuses, avait reçu avec son trousseau la discipline qui permet de tenir sans se casser. La montagne la plaça un jour dans une équation sans détour. Son enfant, Basile, né trop tôt, gardait une poitrine brève, un souffle qui se vexait à la moindre fièvre, des lèvres qui bleuissaient quand l'aube se montrait trop vite. On savait panser les entailles, recoudre la peau, chauffer des cataplasmes de farine et de miel, inviter des feuilles d'armoise à chasser les nerfs. Mais un thorax d'enfant que l'hiver serre dans sa pince réclame parfois l'air d'un autre versant, un flacon venu du bourg d'en bas, une main qui a vu des poumons ailleurs. La règle, indifférente aux détails des poumons, s'interposait, simple comme une barrière de bois. Élise n'aimait pas les mots qui gonflent. Elle préférait les inventaires. À la faveur d'une nuit où le feu hésita, elle descendit au cellier chercher de quoi répondre. Elle posa sur la table un carré de toile grossière, une poignée de cendres froides, une pelote de laine, une cloche de chèvre ébréchée, un clou courbe récupéré sur un harnais. Elle tournait chaque objet entre ses doigts jusqu'à ce qu'il rende sa fonction. Dans la laine, elle fit des nœuds espacés, un par maison du hameau, un par mort consigné au cahier, un par bête que l'hiver avait déjà prise, et entre 2 nœuds elle se salissait les doigts à la cendre pour que le fil garde la mémoire. Elle cassa 2 fois la pelote pour la reprendre, geste discret de qui coupe un serment avant de l'orienter autrement. Elle attacha au bout la cloche, non pour la faire sonner, pour confier au métal l'office d'un témoin. Le matin suivant, elle fit la tournée sans nouvelle à donner. À chaque porte elle récolta des matières plutôt que des conseils, une pincée de terre au pied d'un seuil, une miette de pain sec, un cheveu coupé court. Elle cousit ces fragments dans la doublure de sa veste. À la cure, elle prétexta du linge et effleura du dos de la main la corde du clocher, corde fatiguée comme les bons outils, et glissa, à l'extrémité, un nœud de sa laine cendrée, ridicule aux yeux d'un homme pressé, suffisant pour inscrire l'idée que quelque chose du village resterait tenu à son poignet. Elle n'écrivit pas de lettre d'adieu. Elle déposa, au fond de l'armoire des livres, une feuille de compte où figurait la liste des objets empruntés et se restitués, un reçu autant qu'une prière sans mots. Elle rangea Basile dans la luge comme on range un sommeil, double couverture, bonnet serré à l'excès, odeur de savon sur la peau. Elle ferma sa porte doucement pour laisser au vent le temps de s'occuper d'autre chose. Elle choisit l'heure où le village crisse vers le soir, fumée à la même hauteur, bête qui cogne au clapier, serpillière tordue sur le seuil, cloche tentée par sa propre pesanteur. Elle passa entre les maisons sans coller au mur, pour ne pas ressembler à une voleuse de son propre destin. À la limite du commun et du privé, la pierre plantée était couverte d'un sucre figé. Elle y posa ses doigts noircis de cendre, comme on signe sans bruit. Le chemin du col, en hiver,
n'est pas un secret quand on connaît la rivière gelée. Cette nuit-là, la neige avait mis ses pièges de croûte qui cassent sans prévenir. La luge avançait en son sourd, Basile dormait par à-coups, entre deux sifflements. À la croix de bouleau qui se souvient d'un berger perdu, quelque chose coupa la marche, une empreinte fraîche, venue non de la sente mais du noir entre les épicéas. Pas d'animal. Un homme. La semelle parlait la langue des clés et des charges, le pied tourné comme ceux qui apprennent à épargner un genou. Un peu plus haut, même signature. Sur un genévrier, quelques filaments de chanvre frottés. Au pied d'une pierre, la boucle de fer d'un collier pour bête. On n'avait pas attendu la montagne. On avait converti la peur en geste, fabriqué une confrérie sans ruban pour retenir avant que l'aube ne juge. La malédiction, ici, avait des mains. Élise ralentit d'un souffle. Non pour céder, pour déplacer sa cadence. La laine tira au poignet, signe maigre que la cloche, en bas, sentait le fil. Rien ne bougea dans les branches. La forêt, pressée au chemin, secouait parfois sa neige en bâillements lourds. Elle releva un coin de couverture près du visage de l'enfant pour faire cheminer. Elle prit l'habitude inverse de l'habitude du village, elle s'écarta du passage connu pour gagner un couloir de rochers que les hommes à semelle droite n'aiment pas. Le vent la respirait autrement, moins intéressé par les corps. Au replat suivant, la rumeur disait que les pas s'arrêtent. 2 traces anciennes, nettes, finissaient nettes, sans glissade, sans replat. On aurait voulu dire le mot miracle ou son contraire. Elle choisit le bord. À l'arête des empreintes, une frange de givre dessinait un sillage de balais. Quelqu'un avait effacé la suite. Les morts du cahier avaient peut-être eu moins affaire à une vengeance invisible qu'à une patience méthodique. La colère d'Élise se resserra, froide et droite. Elle continua à la vitesse qui coupe les précipitations des autres. Le dernier couloir était une peau de neige posée trop tendue pour leur poids. Elle passa au plus près des pierres, elle se retint à un genévrier, elle apprit en 1 minute ce qu'on enseigne à ceux qui vont sur les glaciers, la manière de mettre le pied en long pour ne pas déchirer la croûte. La corde au poignet, parfois, vibrait comme si quelqu'un tirait derrière, puis se relâchait. La cloche d'en bas, à n'en pas douter, gardait le fil tendu, preuve silencieuse qu'un village entier savait, au même instant, que quelqu'un défaisait un ordre. La crête, dans la nuit, s'annonça non par des étoiles, par une grisaille différente, l'aube d'un autre versant. La règle, écrite dans le cahier, prononçait toujours la même formule, mort avant l'aube. On avait oublié que l'aube n'arrive pas au même moment sur les 2 bouches d'une montagne. Elle posa la luge derrière un rocher, versa sur la neige, du sachet cousu, un peu de cendre pour dessiner un cercle sans science, plaça la cloche de chèvre renversée au centre, sentit le métal se refroidir comme un animal s'apaisant, et attendit que la bande grise arrive. Elle comptait les intervalles entre 2 souffles de Basile et la progression du gris jusqu'au cercle, comme on mesure une fièvre avec un doigt. Quand la lumière d'ailleurs toucha le bord de la cloche, la laine au poignet rendit une tiédeur, minime, presque imaginaire, suffisante pour qu'elle relève la luge et prenne la pente de l'autre côté. Elle descendit sans mots, tenue par une géométrie pauvre et une idée simple, tenir assez longtemps pour que la phrase de la règle appartienne à une autre vallée. Les pierres, de ce côté, sentaient plus la poussière que le gel. Les sapins bruits étaient d'une autre famille. L'air, moins hautain, accepta Basile. Le refuge des frères, dans l'autre vallée, ouvrit un battant sans cérémonial. Là, on ne nourrit pas les légendes, on nourrit des poitrines. L'huile, le bois fondu trop vite, le métal taché, la couverture brune trop lourde pour être jolie, tout disposa les gestes utiles. Basile reçut une cuillère de sirop, un linge frais sur le front, un temps de silence. Élise vida un verre d'eau, posa la main sur une table qui ne connaissait pas Monfroid, sentit ses épaules tomber d'un cran, se permit de ne pas tenir une seconde. Au village, on tira une fois de plus sur la corde du clocher, par habitude plus que par dévotion. Le nœud de laine dans le bas accrocha la paume du sacristain. 2 hommes montèrent jusqu'au replat, retrouvèrent la boucle de fer déposée proprement, constatèrent qu'elle n'avait pas servi, regardèrent leurs mains, redescendirent, écrivirent dans le cahier une ligne maigre qui valait autant qu'un sermon. Fil tendu jusqu'au matin, pas de corps au col. Élise ne chercha pas de bénédiction. Elle resta 2 jours. Le col, de ce côté, avait la politesse de ne pas faire d'histoire. Au 3e matin, elle remonta en sens inverse, plus lente, plus sûre aussi de la forme des pierres. La laine, au poignet, avait cessé de vibrer. Elle laissa la cloche de chèvre sur la crête, à l'endroit exact où la bande de lumière avait touché le métal, non pour fonder un hôtel, pour se priver d'un objet de plus à raconter. Le retour à Monfroid n'offrit pas de scène. Les maisons qui savent vivre savent aussi laisser rentrer sans phrase celui qui a tenu sa route. Le cahier de la cure ajouta, retour, respiration meilleure. On ne sonna pas plus fort. La montagne ne réclama rien. Basile, sous la lourdeur de la couverture brune, reprit une couleur. Il prononça, à demi, un son qui n'avait pas besoin de nom. La maison remit sur le poêle le pot de soupe.
Les doigts d'Élise, une fois, tâtèrent encore la corde du clocher. À l'extrémité, le nœud de laine gardait une odeur de cendre, l'odeur des choses qui ont servi. L'histoire aurait pu s'éteindre là si la planche des signatures et la ferraille des boucles n'avaient pas choisi de parler. Une remise, derrière la mairie, découvrit, entre des fourches et des jougs, un paquet de cordages de chanvre, des boucles, des crochets, du métal à la patine de mains anciennes, le matériel discret d'une confrérie qui a confondu protection et captivité. Dans un placard, une planche de sapin portait, griffée à la suie, des noms et des empreintes de doigts, la fameuse planche de l'hiver du loup. On n'en fit pas un spectacle. On porta les choses à l'archive, on rangea proprement, on fit des fiches droites. La montagne n'avait pas besoin de vengeance, le village avait besoin de tenue. Le reste prit la forme qu'Élise avait donnée au jour, une succession courte de gestes répétés. Un sachet cousu pour la femme d'en haut, tenant la fièvre d'un nourrisson, une corde nouée à la cloche avec un fil de laine cendré prêté, un horaire noté de mémoire dans un cahier pour viser la bande de gris de l'autre versant, un morceau de pain dur glissé en poche pour tromper la gorge, un plan du col tracé à la craie sur une table pour désapprendre la pente répétée. Rien d'extraordinaire. De la méthode. À mesure que l'hiver s'étirait, les morts du cahier changèrent de nature. On ne trouva plus, au pied des croix, ces paquets de laine posés comme des dos arrachés. Les traces, parfois, franchissaient la courbe jusqu'à reparaître de l'autre côté, comme des phrases corrigées. La malédiction, qui promettait la mort à l'aube, perdait sa main, et cette main, plus que le reste, semblait humaine. Le hameau, au lieu de se raconter des histoires de loups, commença de déplacer ses objets. Le printemps n'arriva pas en fanfare, il entra par sagesse, à la jointure des pierres, dans les charnières huilées, sur les plans de cuisine où l'on prend des décisions modestes. La confrérie sans nom, par orgueil blessé, tenta de survivre dans les replis. Elle conserva des boucles, fit passer des cordes sous les toits, promit que les pentes sont plus rusées que les femmes et qu'il n'est pas bon d'enseigner aux jeunes la géométrie d'école. La montagne, qui n'écoute pas les hommes, fit sa part, elle resta là, suffisante. Élise, qui n'avait rien à prouver, continua d'ajouter, au cahier de la cure, des notations nettes, bander la poitrine d'un enfant en marchant, verser un peu de cendre sur la neige pour lire la dérive du vent, attendre la bande grise du versant d'en face, poser la cloche à l'envers pour offrir au matin une cible qui n'appartient pas à Montfroid, soulever une couverture comme on soulève un couvercle de marmite pour fabriquer une cheminée. L'archive organisa l'épreuve comme on range des outils. Dans une boîte noire, elle glissa les boucles et les crochets, la planche de signature, quelques fibres de chanvre, 2 photos floues de traces qui se perdent par effacement plus que par miracle. Elle étiqueta sans emphase, objet d'un âge où l'aube appartenait à un seul versant. Sur la fiche du dossier, elle nota les dates de passage, l'enfant sauvé, 2 femmes qui revinrent avec du sucre pour l'hiver, un homme qui apprit à marcher avec des nœuds aux poignets et qui enseigna la marche aux autres. Elle s'interdit les légendes, la courte vérité lui suffisait. Basile, grandissant, obligea sa mère à une patience neuve. L'été, il s'essoufflait sur rien, l'automne lui rendait ses jambes, l'hiver lui rappelait la dette. Il apprit à compter non sur ses doigts, sur les pierres plates qu'on déplace à chaque saison. Il grandit sous un filet de prudence et une science pauvre des choses, celle qui pose le bon poids au bon endroit, le bon doigt sur le bon fil. Il aimait monter au replat où rouillait la cloche de chèvre, la couvrir de terre avec son talon, l'oublier. Il ne voulait pas de monument. Il voulait que la montagne supporte les pas sans s'énerver. La confrérie se défit non sous les injures, sous l'usure. Les hommes qui aiment tenir les cordes durent tenir des enfants. Ils cessèrent d'avoir l'énergie de tendre des pièges. Ceux qui restaient furent reconduits vers l'archive, non avec honte, avec un carnet de comptes, pour dire ce qu'ils savent des courants d'air, des corniches, de la neige qui cède d'abord sur le bord. Ils donnèrent, malgré eux, ce qu'ils avaient confisqué, une lecture précise du terrain. La haine ne fut pas convoquée. La méthode seule fut gardée. Puis vint l'hiver des reconnaissances. La neige, d'abord avare, décida en janvier de parler fort. Une langue blanche posa son ventre sur le flanc au-dessus du hameau. La pente, la nuit, gémit comme une charpente. Les chiens levèrent la tête à la même seconde. Les maisons se regardèrent sans se voir. La cloche hésita. On sentit la logique têtue d'un siècle se casser d'un coup. Le talus nord, jusque-là fidèle, se chargeait mal. Il faudrait sortir. Non pour braver l'interdit, pour conserver des corps. On ne consulta pas la confrérie. Elle n'existait plus que pour se souvenir d'elle-même. On consulta le cahier. Élise posa sur la table de la mairie la pelote de laine cendrée, la cloche de rechange, 4 sachets de cendre, et le plan du col tracé de mémoire avec les marges où il faut marcher quand la neige chante trop fort. Le sacristain dénoua la corde du clocher et introduisit, à sa base, un nœud de laine identique à celui qui avait tenu sa main une nuit. La cure prêta des mousselines pour couvrir les vitres. L'archive ouvrit la boîte noire pour ressortir non les boucles ni les crochets, des gants, un sifflet, une liste de noms à vérifier une fois de l'autre côté.
La montagne ne demandait pas de héros. Elle demandait la vitesse exacte des gestes. La marche des maisons commença comme un inventaire. Les plus âgés au centre de la colonne, les enfants sur des luges, les mains libres pour tenir les cordes, les sacs courts, le peu de sucre, le lait en poudre, des morceaux de savon. La banderole de laine courut de poignet en poignet, nœud espacé comme on espace les mots dans une phrase pour qu'elle se dise sans se mordre la langue. La cloche, en bas, suivit à l'oreille le frottement d'un fil qu'elle ne voyait pas. La bande grise de l'aube d'en face servit de métronome à l'élan. La neige prit les semelles et rendit. La pente, vexée, tenta de retenir par ses avalements minuscules que les vieux appellent les baisers, mais la colonne avait l'entêtement des comptes bien tenus. La forêt, dans son couloir, refusa de conspirer. Sur le replat où tant de traces s'étaient arrêtées dans le cahier, le sable de cendre, versé au sol par une main sûre, montra la dérive du vent latéral. On inclina de 3 pas vers la gauche. 2 femmes, en bout de corde, plièrent leurs genoux au même moment. Le fil, tendu, ne coupa pas les poignets. Il traça la ligne d'une phrase qui se déroule. La crête fut franchie en 2 fils. La cloche renversée au centre, comme un œil endormi, reçut la bande grise au moment exact où le vent rentre sous la veste. La colonne se délita de l'autre côté, non par panique, par respiration. Le refuge des frères vit arriver des gens qui demandaient moins de pitié que d'eau et de feu. On posa les mains sur les tables comme on bénit sans le dire. Des voix comptèrent sans tirer l'orgueil par la manche. On fit l'appel non par famille, par prénom, pour déshabiller les maisons, pour habiller les personnes. Montfroid, pour la première fois depuis la planche des signatures, venait de passer ensemble. La pente, au-dessus du village, choisit ce moment pour tenir sa promesse de poids. Elle lâcha dans la nuit un long gémissement, puis un souffle plat. Au matin, un talus blanc net plaquait la vue. Les maisons n'étaient pas dedans. Elles étaient ailleurs. Le cahier de la cure, emporté dans un sac, ouvrit sa page des morts et n'y posa pas de nom. La malédiction, privée de scène, se trouvait sans phrase à dire. On ne s'installa pas à demeure chez les frères. Les bêtes restées là-haut n'aiment pas qu'on les abandonne, les maisons n'aiment pas qu'on les laisse à des pentes vexées. On retourna par groupes compacts, sous la houle des jours, avec la même géométrie de fils et de cendres. Le village reparut sous une nappe uniforme, portes bloquées, verrières mangées. Il fallut pelleter avec la patience des siècles. Les tables, dans les cuisines, se retrouvèrent, lourdes, prêtes à recevoir des gestes. On remit dans les armoires ce qu'on avait pris, on rendit au clocher la corde, désormais plus légère à la main. Le sacristain, en remontant l'écheveau, trouva encore, coincé dans la fibre, un fil de laine cendrée. Il le laissa. La cloche sonnait moins haut depuis qu'elle avait compris sa fonction. Les mois suivants, la méthode qu'on avait cru inventer pour sauver un enfant se déposa dans les institutions comme se déposent des sédiments utiles. L'école réserva un tiroir où l'on rangea un petit sachet de cendre, un ruban de laine, une cloche sans battant, un plan du col tracé à la main. Les enfants apprirent à couvrir une vitre et à verser la cendre sur la neige pour lire le vent. Ils apprirent la lenteur du geste qui serre un nœud sans couper la circulation. La mairie ajouta au recueil des arrêtés un feuillet sans panache. Passage par le col, consigne de prudence, bande de lumière, heure, fil à la cloche, marche en couloir. La cure conserva dans son armoire une boîte où l'on posa les boucles et les crochets, non pour les exposer, pour que la poussière fasse sa part d'oubli. L'archive, en tête de dossier, plaça une phrase maigre, de celles qui soutiennent une planche. On sort pour rentrer, on rentre pour sortir, l'aube à 2 côtés, tenir le fil. Montfroid, en perdant sa malédiction spectaculaire, gagna un métier. On couvrit encore les miroirs les jours de grandes nouvelles, on retarda encore la cloche d'un battement quand le vent courait trop, on s'interdit d'offrir aux pentes la provocation d'un cortège aligné. Les mariages se firent à la cuisine, les enterrements se firent en se tenant bas, les naissances reçurent de l'eau tiède plutôt que des discours. Le marché, les jours clairs, montra des cordages neufs pour les bêtes, des gants qui tiennent sans mordre, des tables dont les bords ne réfléchissent pas la lumière en lâchant des illusions. Les visiteurs, s'il en venait, repartaient avec une impression qu'ils n'arrivaient pas à formuler, la sensation d'un endroit qui a choisi la tenue plutôt que la bravade. Basile grandit encore, apprit à boire l'air en petites rasades plutôt qu'en gorgées trop pleines. Il prit goût à l'arête où l'on sent que 2 vallées se parlent sans se mêler. Il ne traita pas sa mère de héroïne. Il posa seulement sa main sur la sienne en passant, geste bref qui sert de langue à ceux qui ne veulent pas réveiller les vieux loups. La planche des signatures resta à l'archive, sous verre, non pour des visites, pour les jours où l'on manque de courage. On l'ouvrait parfois pour montrer aux jeunes que des hommes, une saison dure, avaient cru sauver les leurs en enfermant leurs jambes. On n'accusait pas. On comptait. On montrait la planche et, à côté, un bout de laine cendrée, la cloche sans battant, un croquis de colle, et on refermait. Le temps fit sa part d'eau, de gel et de chaleur. La pierre du seuil de la première maison se fendit sur un trait qui, à la fonte, donna à l'eau l'idée de filer par la droite et non plus par la gauche.
On aurait pu accrocher un sens à cette microfacture. On laissa l'eau choisir sa pente. On plaça une autre pierre à côté pour mesurer la saison prochaine. Monfroy n'effaça pas la phrase de ses vieux cahiers, il l'amenda. Au lieu de dire quiconque tente de quitter meurt avant l'aube, on entendit, dans la bouche des enfants, une version moins aiguë, on sort au bon moment avec ce qu'il faut et on revient. La superstition n'eut pas de procès. Elle eut une retraite. La montagne garda ses mystères plus loin, là où la corde n'attrape pas. Le village garda ses preuves à hauteur de main. Dans une vitrine pas plus grande qu'un cadre, à l'archive, 4 objets composèrent une liturgie laïque qui tenait mieux que les foudres, un sachet de cendre, un ruban de laine à nœuds, une cloche renversée, un petit plan du col, et sous ces 4 choses, une ligne droite qui, au besoin, suffit pour raconter 1000 nuits, l'aube à 2 côtés, pose ton fil, garde tes morts au chaud, puis marche. La neige, les années suivantes, redevint la neige, capricieuse, parfois injuste, toujours souveraine. Elle prit des bêtes, elle prit un homme imprudent, elle rendit des prairies. Elle n'eut plus, à l'heure où le ciel blanchit, la main sur les poitrines de ceux qui cherchent une vallée. Monfroy se remit à parler à voix basse dans ses maisons, à compter ses pains, à nettoyer ses tables, à quitter quand il le faut, à rentrer plus souvent. On ne nomma plus la malédiction, on nomma la méthode. Et cela, pour un pays de pente et de silence, valait mieux qu'une légende.